Pour notre anniversaire, ma femme m'a dit, oubliez, occupé avec le patron. J'ai offert son cadeau à sa gentille demi-sœur, et j'ai publié la vidéo. Quand elle a dépassé le 1 million de vues, son patron a appelé, furieux. Vous n'allez pas croire pourquoi. Le jour de notre anniversaire, elle m'a envoyé un SMS, oublié. Occupé avec le patron. À la place, j'ai donné son cadeau à sa demi-sœur. Lorsqu'une vidéo a atteint le 1 million de vues, son patron m'a appelé, fou de rage. 3 jours plus tard, il a perdu 6 millions de dollars. Et elle a perdu tout ce qu'elle croyait acquis. Elle n'a rien vu venir. Mon nom est Nolan Grave. J'ai 44 ans. Je travaille comme ingénieur mécanicien, dans une usine de fabrication près de Columbus. Dans l'Ohio, depuis bientôt 19 ans. Je répare des choses pour gagner ma vie, des turbines, des systèmes de convoyage. Des conduites hydrauliques. Je comprends le fonctionnement des machines, car je comprends comment la pression monte. Où le métal fatigue, et à quel moment précis, une fissure invisible, devient une rupture totale. C'est assez ironique, de constater que cela ne s'est pas appliqué à mon propre mariage. Camilla et moi étions ensemble depuis 17 ans, et mariés depuis 15 ans. Elle était directrice de la stratégie. Dans une grande entreprise régionale, le genre de poste qui s'accompagne d'un bureau d'angle. De voyages trimestriels, et d'un patron nommé Lester Crane. Qui semblait croire que sa position lui donnait droit à plus que son simple salaire. J'ai rencontré Crane à 2 reprises, lors d'événements d'entreprise. 2 fois, c'était suffisant. L'homme avait une poignée de main de politicien, et des yeux qui ne s'arrêtaient jamais de calculer. Pour notre 15e anniversaire, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Pas de fleurs achetées dans une station-service, pas de simple réservation au restaurant. J'ai passé 2 semaines à tout planifier. J'ai commandé un carré d'agneau chez le boucher de la 5e rue, celui que Camilla disait toujours vouloir essayer. J'ai acheté une bouteille du Malbec qu'elle avait mentionné, une fois en passant. Il y a 8 mois, oui, je l'avais noté. J'ai dressé la table de la salle à manger. Exactement comme je l'avais vu faire pour nos invités il y a des années. Avec les serviettes en tissu plié, les bougies effilées, et les bougeoirs en laiton. Que sa mère lui avait laissé. À 18h30, le repas était prêt et les bougies étaient allumées. À 19h, la nourriture commençait à refroidir. À 19h18, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je l'ai ramassé en m'attendant à un problème de circulation ou à des excuses enrobées de justification. Ce que j'ai reçu, c'était 4 mots et un point, oublié. Occupé avec patron. Pas de suite, pas de « désolé », pas d'heure d'arrivée prévue, juste ça. Sec et définitif, comme une porte qui claque, au bout d'un couloir vide. Je suis resté planté là un moment, le téléphone à la main. À regarder cette table que j'avais dressée. Comme si j'avais vraiment cru que cela aurait de l'importance. Les bougies brûlaient encore. L'agneau était encore chaud. Et quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Je n'ai pas explosé, je n'ai rien jeté. Je ne l'ai pas rappelé pour dire des choses que je pourrais regretter. J'ai simplement posé le téléphone, je suis allé vers le comptoir. Et j'ai pris la petite boîte emballée que j'avais mis une semaine à dénicher, un médaillon vintage. Avec une rose des vents gravée à la main, le genre de choses qu'elle avait dit, autrefois. Avoir toujours voulu. Je suis sorti vers mon camion. 20 minutes plus tard, j'étais sur le perron de Hazel Drummond. Hazel était la demi-sœur de Camilla, elle avait 39 ans. Et vivait seule dans une petite maison artisanale, dans l'est de la ville. Elle a ouvert la porte, vêtue d'un jean taché de peinture et de lunettes de lecture. Tenant une tasse comme si elle venait d'être interrompue au milieu d'une phrase. Elle a cligné des yeux une fois, puis 2. Nolan ? Sa voix portait ce genre d'inquiétude sincère, qui ne cherche pas à se donner en spectacle. Est-ce que tout va bien ? J'ai tendu la boîte. Elle est occupée, ai-je dit. Toi, tu ne le es pas. Hazel a regardé la boîte, puis m'a regardé. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Elle n'a pas posé la douzaine de questions que je voyais briller dans ses yeux.
Elle a simplement tendu la main, lentement, et l'a prise. En la tenant à deux mains comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé doucement. « Un cadeau ne signifie rien, s'il reste posé sur un comptoir », ai-je répondu. Elle a hoché la tête, et quelque chose dans son expression a changé, ce n'était pas de la pitié. Mais quelque chose de plus ancien, et de plus stable que cela. « Merci, Nolan. Je le pense vraiment. » Je me suis détourné pour partir. Elle m'a rappelé depuis le pas de la porte, d'une voix basse mais claire. J'espère qu'elle réalise ce qu'elle vient de laisser tomber. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans le camion, et je suis rentré chez moi, vers une table toujours dressée pour deux. Les bougies ont brûlé de moitié dans un silence qui, au lieu de ressembler à une absence, commençait à ressembler à une réponse. Elle est rentrée à 1h53 du matin. J'ai entendu la porte, ses talons, son manteau qu'elle enlevait. Elle n'a pas jeté un regard vers la salle à manger. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle s'est simplement déplacée dans la maison sombre, comme une femme qui avait cessé, depuis longtemps, de se demander si quelqu'un l'attendait. Je me suis allongé de mon côté du lit, les yeux fixés sur le plafond. Et j'ai commencé à compter pas les années, mais les schémas récurrents. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que je pleurais dans mon oreiller, j'avais dépassé ce stade. Je restais là, les yeux ouverts, à analyser les chiffres. Comme je lance des diagnostics sur une machine en panne. Qu'est-ce qui a cassé? Quand? Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Camilla est partie tôt le lendemain matin, sans un mot sur le dîner. Sans un regard vers la salle à manger que je n'avais toujours pas débarrassée. Elle a versé son café, a vérifié son téléphone 2 fois. Et a franchi la porte comme si la soirée de la veille n'avait jamais existé. J'étais assis à la table de la cuisine, et je l'ai regardé partir. Ensuite, je suis allé travailler, j'ai fait ma journée complète à recalibrer une presse hydraulique qui s'écartait des tolérances depuis une semaine. Je suis rentré et j'ai appelé Boyd Tillman. Boyd était mon plus vieil ami, 46 ans. Travaillant dans l'inspection de la sécurité industrielle, le genre d'homme qui dit exactement ce qu'il pense. Sans jamais embellir la réalité pour ménager vos sentiments. Nous nous connaissions depuis nos 20 ans. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Elle n'est pas venue, a-t-il affirmé, avant même que je n'ai terminé ma phrase. 4 mots, lui ai-je dit. Oublié. Occupé avec patron. Un long silence a suivi. Puis Boyd a dit, d'une voix basse et monocorde, Nolan, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Je n'ai pas discuté. Je savais déjà qu'il avait raison. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Hazel s'était filmée en train d'ouvrir le cadeau. Elle m'a envoyé un SMS le lendemain matin juste pour me prévenir, sans dramatisation. Elle m'a dit qu'elle avait enregistré un petit clip pour elle-même, quelque chose de personnel. Et qu'elle l'avait partagé par accident sur son profil public, au lieu d'une story privée. Elle m'a proposé de le supprimer. Je lui ai dit de le laisser. À ce moment-là, la vidéo avait peut-être 200 vues. Je pensais que cela s'essoufflerait avant l'après-midi. Ce ne fut pas le cas. À midi, elle avait dépassé les 40,000 vues. Au moment où je suis rentré du travail, mon téléphone affichait une notification de Boyd, « Frère ? Tu dois regarder ça. » Je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai regardé le clip pour la première fois. Hazel était sur son canapé, avec la même chemise de flanelle que la veille. La boîte emballée sur ses genoux. Sa voix était calme mais douce. De cette façon qu'elle a quand quelque chose la surprend sincèrement. Ceci était destiné à ma demi-sœur, dit-elle, en regardant droit vers la caméra. C'est son anniversaire aujourd'hui. Son mari me l'a apporté à moi, à la place. Elle a ouvert la boîte lentement, et quand elle a vu le médaillon La Rose des Vents. La gravure, elle a pressé sa main contre sa bouche, et est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, mon nom. Juste mon nom. Pas besoin d'autre chose. Les commentaires affluaient déjà, elle a séché son anniversaire pour le travail? Et cet homme a apporté le cadeau à sa sœur. Les silencieux voient toujours tout.
Méfiez-vous des gens calmes. Voilà à quoi cela ressemble. Quand un homme perd patience. Pas de drame, juste une redirection. Un commentaire m'a glacé sur place. Quelqu'un avait écrit, c'est ce que font les hommes, juste avant de partir. Ils ne crient pas. Ils réassignent. J'ai lu cela 3 fois. Le lendemain matin, la vidéo avait dépassé le 1 million de vues. Elle a été reprise par des podcasts sur le mode de vie masculin. Intégrée dans des vidéos de réaction, et citée dans des feeds Twitter sur la négligence émotionnelle. Un conseiller conjugal a publié une réponse. Qualifiant cela de « confrontation la plus silencieuse que j'ai jamais vue ». Aucun d'entre eux ne connaissait mon nom, aucun d'entre eux n'en avait besoin. Puis mon téléphone a sonné. Numéro masqué. 8h14 du matin. J'étais en train de verser mon café quand j'ai répondu. Tu penses que c'est drôle? La voix était hachée, déjà bouillante de colère. Lester Crane. J'ai reconnu la cadence, le ton d'un homme qui a passé des décennies sans jamais être remis en question. Cette vidéo, ton petit numéro avec la demi-sœur. J'ai posé le mug lentement. Je ne vois pas de quoi vous parlez, ai-je répondu, en gardant une voix égale. Ne joue pas avec moi, a-t-il aboyé. Je sais exactement ce que tu fais. Tu essaies de l'embarrasser. Tu essaies de m'embarrasser. Monsieur Crane, ai-je dit, aussi calme qu'une vanne qui se ferme. J'ai offert un cadeau à quelqu'un qui était chez lui. Au moment où on lui avait demandé d'y être. Si cela embarrasse quelqu'un. Le calcul n'est pas difficile à faire. Silence. Le genre de silence qui crépite d'une chose qu'un homme n'arrive pas tout à fait à avaler. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, a-t-il fini par dire. Peut-être pas, ai-je répondu. Mais j'ai le sentiment que vous allez me le montrer. Il a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine un instant, à analyser ce qui venait de se passer. Il m'avait appelé, non pas pour s'expliquer, ni pour s'excuser au nom de Camilla. Mais pour me menacer. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sur ce qu'était réellement ces réunions tardives. Le soir même, je suis allé chez Boyd, je me suis assis à sa table de cuisine avec 2 bières. Et le reçu d'hôtel que j'avais trouvé dans la poche de la veste de Camilla. 4 mois plus tôt, une dépense pour laquelle je ne l'avais pas confrontée. Car j'avais essayé de croire qu'il y avait une explication innocente. Boyd l'a regardé pendant un long moment. San Diego, dit-il. Mars. Elle t'avait dit que c'était le sommet régional des fournisseurs. C'est ce qu'elle a dit, ai-je confirmé. Il a fait glisser le reçu vers moi. Et avant Crane, y avait-il quelqu'un d'autre? Tu es au courant pour quelqu'un d'autre. Avant lui? J'y ai réfléchi à ce nom que j'avais vu défiler sur l'écran de son téléphone il y a 18 mois. À ce numéro qu'elle avait enregistré sous une simple initiale, et à ce voyage à Portland. Qu'elle avait fait avec un collègue du service juridique. Voyage dont son entreprise n'avait aucune trace quand j'avais vérifié le portail de voyage. 2 semaines plus tard. Ouais, ai-je dit doucement. Je pense que Crane n'est pas le premier. Boyd s'est penché en arrière, et m'a regardé comme les hommes se regardent. Quand il ne reste plus rien pour adoucir la situation. Alors, nous allons dresser un portrait complet, a-t-il dit. Et nous allons le faire bien. J'ai hoché la tête. La machine était en panne depuis plus longtemps que je ne le pensais. Il était temps de trouver chaque point de fracture. Il existe une forme particulière de solitude. Dans une maison où 2 personnes continuent de faire semblant. On se croise dans le couloir, on partage une salle de bain, on dort chacun d'un côté d'un lit. Comme 2 pays qui ont cessé de négocier. Et pendant ce temps, quelque chose meurt silencieusement dans l'espace qui vous sépare. Et un seul de vous 2 le sait. Camilla est rentrée ce mardi-là, comme si rien n'avait changé. Elle m'a demandé si j'avais récupéré le pressing, a mentionné qu'elle avait un appel tôt mercredi. S'est versé un verre d'eau, et est montée à l'étage. Je me suis assis dans la cuisine, et j'ai repensé à ce que Boyd avait dit. Dresse un portrait complet. Fais-le bien. Alors,
j'ai commencé à faire exactement cela. Je suis ingénieur mécanicien depuis assez longtemps. Pour savoir qu'un système qui défaille laisse toujours des preuves, des marques de stress, des traces d'usure, des résidus. Il suffit de savoir où regarder. J'ai commencé par l'endroit évident, nos relevés de compte joints, en remontant 3 ans en arrière. La plupart des dépenses étaient routinières: courses, factures, hypothèques. Son abonnement à la salle de sport, mais il y avait des transferts. Petits, irréguliers, toujours vers un compte que je ne reconnaissais pas. Pas assez pour déclencher une alarme en soi, mais assez pour être remarqué si l'on y prêtait attention. Puis, j'ai trouvé le document. Il était dans le bac à papier de notre imprimante domestique, face contre terre. Glissé sous un bon de réduction d'épicerie, comme s'il avait été oublié dans la précipitation. Un formulaire de remboursement de frais de voyage. Le nom de Camilla en haut. Daté d'il y a 7 mois. Hôtel, 2 nuits. Dans une ville qu'elle m'avait dit ne pas avoir visitée depuis une conférence professionnelle. Il y a 4 ans. Prix de la chambre, extra, parking pour un véhicule. Et en bas, sous la rubrique « Voyageurs supplémentaires », un second nom, Lester Crane. Je suis resté devant cette imprimante pendant un long moment. Le papier ne tremblait pas dans ma main, je n'étais pas du genre à trembler. Je l'ai scanné, je l'ai sauvegardé sur un disque dur dont elle ignorait l'existence. Et je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé. Ensuite, je suis allé au garage. Je me suis assis sur l'établi où j'avais réparé des centaines de choses au fil des ans. Et je me suis autorisé à le ressentir, juste 1 minute. Le poids de tout cela. La confirmation de ce que je savais déjà, au fond de mes tripes, depuis des mois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé dans le mur. Je suis simplement resté assis avec cette information. Jusqu'à ce que les sentiments se transforment en quelque chose de froid, de clair, et d'utile. J'ai appelé Boyd ce soir-là. C'est confirmé, lui ai-je dit. Et ça dure depuis plus longtemps que je ne le pensais. Il n'a pas dit, je te l'avais bien dit. C'est pour ça qu'il était mon ami. Alors il est temps de parler à quelqu'un, a-t-il dit. Pas à un conseiller conjugal, à une avocate. J'avais déjà un nom. Un collègue de l'usine avait divorcé 2 ans plus tôt, et avait mentionné une avocate à Columbus. Sylvia Reston, 51 ans, connue pour être minutieuse, et pas particulièrement sentimentale. J'ai appelé son bureau le lendemain matin, et j'ai obtenu un rendez-vous avant la fin de la semaine. Mais avant ce rendez-vous, il s'est passé autre chose. J'étais en train de ranger un carton dans la chambre d'amis, le genre de tâche que l'on remet à plus tard pendant des années, quand j'ai trouvé un vieil album photo. Camilla et moi à la maison du lac, l'été précédant notre mariage. Tous les deux plissant les yeux sous le soleil, elle riant de quelque chose que j'avais dit. Mon bras autour de ses épaules, comme si cet après-midi m'appartenait tout entier. J'ai regardé cette photographie pendant longtemps. Je n'ai pas ressenti de rage en la regardant. J'ai ressenti la tristesse spécifique de l'homme qui réalise que la version de sa vie, celle qu'il pensait mener, s'est terminée il y a bien longtemps. Et qu'il n'avait simplement pas reçu la notification. J'ai refermé l'album, je l'ai remis dans le carton. Et je me suis rendu au bureau de Sylvia Reston un jeudi après-midi. Elle était exactement ce que j'espérais, compacte, précise. Le genre de femme qui va droit au but sans préambule. Elle a examiné les documents que j'avais apportés, le formulaire de frais, les transferts de compte, la confirmation de réservation d'hôtel que j'avais tiré d'un fil de discussion par email partagé, que Camilla avait oublié de supprimer, et elle les a organisés sur son bureau sans changer d'expression. Vous avez fait un bon travail préliminaire, a dit Sylvia, en tapotant le bord de la pile. C'est une base solide. Nous allons construire là-dessus. Elle m'a expliqué à quoi ressembleraient les prochaines étapes. L'Ohio était un état de distribution équitable. Le revenu de Camilla était nettement plus élevé que le mien, ce qui jouait en ma faveur. Selon la manière dont les actifs étaient structurés. Les transferts financiers nécessiteraient un examen médico-légal. Les formulaires de frais étaient potentiellement exploitables. Selon la politique de l'entreprise de Crane.
Elle va essayer de récupérer une part de votre pension, et de vos comptes de retraite. A ajouté Sylvia, en fixant son regard sur moi. Soyez prêts pour ça. J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas vraiment du soulagement, mais plutôt la sensation d'un roulement enfin correctement emboîté. Tout s'alignait parfaitement. Le plan était concret, désormais. Il avait du poids et une direction. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, et j'ai posé une seule assiette sur la table. Camilla est entrée à 19h40, a vu l'assiette unique, et m'a regardé. Tu n'allais pas en préparer assez pour nous deux? J'ai pris ma fourchette et j'ai répondu sans lever les yeux. Je ne savais pas si tu te souviendrais de rentrer à la maison. Le silence qui a suivi a été plus long que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ai connu des hommes qui explosent quand ils sont acculés, ils haussent la ton. Renversent des meubles. S'assurent que tout le monde dans un rayon de 3 pâtés de maison sache qu'ils souffrent. Je n'ai jamais été fait comme ça. Quand la pression monte en moi, elle n'explose pas, elle se comprime, devient plus dense. Plus précise. Camilla n'avait jamais tout à fait compris cela chez moi. Ce qui s'est avéré être sa plus grande erreur de calcul. 2 jours après ma rencontre avec Sylvia, j'ai reçu un appel d'un numéro que je reconnaissais. L'une des amies de Camilla de son club de lecture, une femme nommée Patricia. Qui avait toujours été parfaitement polie. De cette manière manufacturée propre aux gens qui ne disent jamais ce qu'ils pensent vraiment. Elle a commencé par des banalités, puis est allée droit au but. Nolan. J'appelle juste parce que Camilla a vraiment du mal en ce moment. Et je pense que si vous pouviez juste vous asseoir tous les deux. Patricia, ai-je coupé doucement. Je vous remercie d'avoir appelé. Vraiment. Mais ce n'est pas quelque chose qui se règle autour d'une discussion. Un silence. Elle dit que tu es froid, distant, et que tu ne communiques pas. J'ai laissé passer la remarque, puis j'ai répondu calmement. Camilla avait un dîner complet qui l'attendait pour notre 15e anniversaire. Elle m'a envoyé 4 mots par SMS. Et n'est rentrée qu'à 2 heures du matin. Je pense que les problèmes de communication sont assez bien documentés. Un autre silence, plus long celui-là, et elle m'a dit qu'elle espérait que j'y réfléchirais. Nous avons raccroché. C'était la première. Avant la fin de la semaine, il y en avait eu 3 autres, sa colocataire d'université. Un voisin nommé Dave que j'avais toujours moins apprécié que je ne le laissais paraître. Et son cousin de Dayton qui ne m'avait jamais appelé une seule fois en 15 ans de mariage. Camilla avait réuni une délégation. Elle gérait les téléphones comme une directrice de campagne. Essayant de construire un consensus autour d'une version des faits où j'étais celui qui n'était pas raisonnable. J'ai pris chaque appel. J'ai été poli avec chacun d'entre eux, et j'ai dit la même chose à chaque fois. Avec des mots différents, je vous entends. Mais cela ne changera rien. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que Camilla elle-même ne savait pas encore, c'est que j'avais déjà déposé la demande de divorce. Mais avant que cela ne devienne officiel, quelque chose d'autre devait se passer. J'avais appris par Boyd, qui le tenait d'un contact dans l'entreprise de Camilla, que Crane s'était mis à qualifier toute la situation de « malentendu amplifié par les réseaux sociaux ». Il gérait désormais sa propre réputation, ce qui signifiait qu'il était nerveux. Les hommes nerveux deviennent imprudents, et les hommes imprudents vont déjeuner. Boyd me l'a confirmé un mercredi matin. Crane a sa table habituelle au Meridian Grill. Les jeudis à midi. Il emmène généralement un subordonné direct. Ce jeudi, c'est Camilla. J'y ai réfléchi pendant exactement 40 secondes. Puis j'ai dit à Boyd que je m'en occupais. Le Meridian Grill était le genre de restaurant qui voulait que vous sachiez qu'il était cher. Sans le dire directement, bois sombre, banquette en cuir, personnel qui se présente par son prénom. Je suis arrivé à 11h55 et j'ai demandé une table près du fond. Pas pour me cacher, pour me positionner. Ils sont entrés à 12h10. Crane dans un costume anthracite. Camilla dans le blazer bleu marine qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air autoritaire. Ils étaient en pleine conversation quand ils m'ont repéré.
Crane m'a vu le premier. Sa démarche a fléchi très légèrement, mais je l'ai remarqué. J'ai attendu qu'il soit installé 2 tables plus loin. Je les ai laissés commander. J'ai laissé l'eau être servie, et les menus être rendus. Puis je me suis levé, je me suis approché. Et j'ai tiré la chaise vide à leur table sans y être invité. Le visage de Camilla s'est figé. Nolan, qu'est-ce que tu... Je ne serai pas long, ai-je dit, m'installant sur la chaise et m'adressant directement à Crane. Je veux vous donner la chance de me regarder dans les yeux. Et de me dire que ces reçus de voyage de San Diego, ceux avec vos 2 noms dessus, représentent une relation purement professionnelle. La table est devenue totalement immobile. Un couple, 2 sièges plus loin, a jeté un regard. Un serveur s'est figé en plein mouvement. La mâchoire de Crane s'est serrée. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Vous appelez chez moi à 8 heures du matin pour me menacer, ai-je répondu. En gardant un ton de conversation. Je dirais que c'est vous qui avez choisi ce qui est approprié ou non. Je me suis tourné vers Camilla. 15 ans. Je méritais mieux que 4 mots, et un dîner froid. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, et j'ai regardé Crane une dernière fois. Votre département de conformité a reçu un signalement anonyme hier. Je vous recommande de consulter votre équipe juridique avant la fin de la journée. Puis je suis sorti dans la lumière de l'après-midi, je suis monté dans mon camion. Et je suis retourné au travail. J'avais une presse hydraulique à recalibrer. La machine avait besoin d'attention. Et moi aussi. Le signalement à la conformité est arrivé lundi. Mercredi, je pouvais ressentir l'onde de choc à 30 km de là. Boyd m'a appelé à midi. Alors que je faisais une analyse de couple sur une presse qui ratait ses cycles depuis 3 jours. Il avait appris. Par un contact chez l'employeur de Camilla, quelqu'un du pool administratif qui parlait plus qu'elle ne le devrait, que le directeur des ressources humaines avait convoqué une réunion non planifiée avec les chefs de département. Examen interne, dossier sensible, pas d'autres détails. J'ai posé ma clé et j'ai écouté. Il bouge vite, a dit Boyd. Ce qui signifie que celui qui a reçu ce signalement l'a pris au sérieux. Bien, ai-je répondu. Il y a autre chose. Il a marqué une pause. Crane a appelé ton directeur d'usine ce matin. Je suis devenu de marbre. Il a dit que tu agissais de manière erratique. Que tu harcelais les employés de l'entreprise. Il voulait signaler cela comme une préoccupation professionnelle. J'ai encaissé l'information un instant. Crane sortait de son domaine. Exerçant une pression là où il pensait que je pourrais être vulnérable. C'était le geste d'un homme qui sentait le sol se dérober sous ses pieds. Et qui s'accrochait à tout ce qui semblait solide. Qu'est-ce que Fletcher a répondu? Boyd a presque souri, je l'entendais à sa voix. Il lui a dit qu'il ne prenait pas d'appel concernant le personnel. Venant de personnes extérieures à l'organisation. Et il lui a suggéré de consulter son propre département RH. J'ai expiré lentement. Dave Fletcher était mon directeur d'usine depuis 9 ans. Cet homme avait plus d'intégrité dans son mug de café que Crane n'en avait dans tout son profil LinkedIn. J'ai noté de le remercier, mais la pression ne s'est pas arrêtée là. Cette même semaine, les amis de Camilla sont revenus à la charge pour une seconde vague. Sa colocataire d'université a envoyé un SMS. Son cousin de Dayton a appelé cette femme qui n'avait pas composé mon numéro une seule fois en 15 ans de mariage. Puis, son voisin Dave m'a arrêté dans l'allée un jeudi soir. Les mains dans les poches, la voix soigneusement décontractée, suggérant que, parfois, les gens ont besoin d'espace pour faire des erreurs, et retrouver leur chemin. J'ai écouté chacun d'entre eux. Je vous entends, ai-je répondu à chacun, avec des mots différents à chaque fois. Mais cela ne changera rien. Ce qu'il ne savait pas, ce que Camilla elle-même ne savait pas, c'est que 2 jours après mon rendez-vous avec Sylvia, j'avais discrètement déposé la demande de séparation légale. Les papiers circulaient déjà dans le système. La décision avait été prise bien avant que l'un d'eux ne décroche son téléphone. Sylvia m'a appelé vendredi après-midi pour faire le point.
L'expert comptable médico-légal, vers qui elle m'avait orienté, avait terminé un examen préliminaire des transferts financiers. 11 transactions distinctes sur 22 mois. Montant total juste en dessous de 14,000 $. Toutes dirigées vers un compte secondaire au seul nom de Camilla, ouvert 8 mois après notre mariage. Ce n'est pas une preuve irréfutable en soi, a dit Sylvia. Mais combiné avec les documents de frais et les dossiers de voyage, cela dresse un portrait cohérent d'une dissimulation durable. Quelle est notre exposition sur la pension, ai-je demandé. Elle va essayer de l'obtenir. Ses avocats soutiendront qu'il s'agit d'une contribution à long terme et d'un sacrifice partagé. Nous répliquerons par le détournement financier. 14. 000 $ détournés des actifs matrimoniaux affaiblissent considérablement son argument de partenariat de bonne foi. J'ai tout noté dans le même carnet que j'utilisais pour suivre les calendriers d'entretien des équipements. Date, chiffres, mesures à prendre. La pensée systémique appliquée à un mariage qui s'effondre. C'était la seule façon que je connaissais de fonctionner. Ce soir-là, je suis allé dîner chez Boyd. Sa femme, Janet, avait préparé un chili et n'a pas posé de questions. Ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis assis à leur table de cuisine et je me suis senti, pour la première fois depuis des semaines, comme un être humain et non comme un dossier juridique. Tu tiens le coup, a demandé Boyd, une fois que Janet se fut absentée. Ouais, ai-je dit, et je le pensais. Pas parce que tout allait bien, mais parce que j'étais au clair. Il y a une différence entre un homme qui va bien, et un homme qui sait exactement où il en est. J'étais le second. En marchant vers mon camion ce soir-là, je me suis arrêté un instant sur leur perron pour regarder le quartier. Les lumières des porches allumées, un chien qui aboyait 2 maisons plus loin. L'arrosage automatique de quelqu'un qui cliquetait dans son cycle. Le monde ordinaire continuait de tourner. J'en ferai de nouveau partie à un rôle différent, mais j'en ferai partie. Je suis rentré chez moi, j'ai vérifié mes emails, et j'en ai trouvé un de Sylvia marqué « Urgent ». L'examen médico-légal avait signalé quelque chose de supplémentaire. Une police d'assurance vie souscrite au nom de Camilla il y a 18 mois. Listant un bénéficiaire que je ne reconnaissais pas. Pas un membre de la famille, pas moi. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai pris mon téléphone, et j'ai rappelé Sylvia. Ajoutez-le au dossier, ai-je dit. Le problème avec Internet, c'est qu'il n'oublie pas. Il archive, reposte, assemble et duplique. On ne peut pas remettre 1 million de vues dans une bouteille. Au moment où Camilla a compris que la vidéo ne disparaîtrait pas, elle avait déjà dépassé les 2 millions. Un podcast masculin y avait consacré un segment de 20 minutes. Une thérapeute de Denver en avait fait une vidéo explicative sur YouTube, intitulée « À quoi cela ressemble, quand un homme en a fini ?» Cette vidéo à elle seule comptait 400,000 vues. Et puis Camilla a fait ce que font les gens quand ils ne peuvent pas contrôler un récit. Elle a essayé d'embaucher quelqu'un pour le contrôler à sa place. Boyd l'a appris par le même contact administratif. Camilla avait engagé un consultant en communication de crise. Un pigiste spécialisé dans ce que l'industrie appelle poliment la réhabilitation de réputation. La stratégie, telle que Boyd la décrivait, était simple. Présenter Camilla comme la victime incomprise d'un mari passif-agressif. Recadrer la vidéo comme une tactique de manipulation. Et générer du contenu de contre-attaque sympathique, via des canaux anonymes. J'ai lu le résumé que Boyd m'avait envoyé, et j'ai failli rire. Le consultant n'avait apparemment aucune idée de ce que Camilla avait réellement fait. Il travaillait à partir de sa version des faits, qui, selon elle, impliquait une professionnelle stressée ayant oublié un dîner. Et dont le mari avait réagi en orchestrant une humiliation publique virale. Aucune mention de crâne, aucune mention de San Diego, aucune mention des 14. 000 $ discrètement retirés du compte joint. Je n'ai rien publié de tout cela publiquement. Je n'en avais pas besoin. La demande de divorce était déjà déposée. Les preuves étaient déjà chez Sylvia. Le signalement à la conformité était déjà en cours d'examen.
L'histoire que le consultant essayait de monter reposait sur des sables mouvants. Puis Hazel m'a appelé un mardi soir, sa voix prudente et calme. « Nolan, je dois te dire quelque chose. Camilla m'a appelé cet après-midi. » Je me suis assis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hazel a expiré. Elle a dit que si je ne supprimais pas la vidéo même si elle a déjà été partagée 10,000 fois et que la supprimer ne servirait à rien, elle allait raconter à ta mère des choses sur notre famille qui ne sont pas vraies. Des vieilles histoires. Des choses sur les raisons de la fin du mariage de nos parents. Un silence. Elle sait que j'ai toujours été protectrice à ce sujet. Quelque chose s'est durci en moi. Ce n'était pas de la rage, c'était quelque chose de plus froid et de plus délibéré. Hazel, ai-je dit fermement, est-ce que tu as enregistré cet appel? Un bref silence. Oui. J'enregistre toujours les appels qui risquent de déraper. Envoie-moi l'audio. Elle l'a fait en quelques minutes. Je l'ai transféré à Sylvia avec une seule ligne. Tentative de coercition sur témoin. Merci de me conseiller. La réponse de Sylvia est arrivée en moins de 20 minutes. Cela fait maintenant partie du dossier. Ne répondez pas à Camilla à ce sujet. Laissez-moi m'en charger. J'ai posé le téléphone, et je suis resté assis dans le calme de la maison pendant un moment. Cette maison qui contenait encore ses affaires, ses lunettes de lecture sur la table de nuit. Sa bouteille de lotion à moitié vide près de l'évier. Cette présence particulière de quelqu'un qui ne sait pas encore que les murs ont déjà bougé autour de lui. Le premier geste du consultant en relations publiques est arrivé 3 jours plus tard. Un message Reddit, soigneusement anonyme, dressant le portrait d'un mari émotionnellement distant. Qui avait utilisé un cadeau familial comme une arme, pour humilier publiquement sa femme. C'était bien écrit et plausible, si l'on ne connaissait pas la vérité. Le message a reçu quelques centaines de votes positifs. Avant que la section des commentaires ne le démonte ligne par ligne. Puis, quelqu'un qui avait vu la vidéo originale a répondu avec une capture d'écran du calendrier de travail de Camilla, visible publiquement via une liste d'événements d'entreprise. Montrant une réservation de dîner dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Le soir de notre anniversaire, horodaté à 19h45, pour 2 personnes. Le fil de discussion a explosé. Camilla a supprimé son compte LinkedIn dans l'heure qui a suivi. Le consultant a apparemment cessé de répondre à ses appels. Je n'ai posté qu'une seule chose pendant tout ce temps. Un unique commentaire sous la vidéo originale, calme et définitif. Le respect ne s'exige pas. Il se démontre. Elle a démontré le sien. Quelqu'un d'autre aussi. Pas de nom, pas d'explication, juste ça. Le commentaire est monté en tête de liste, sans aucune aide de ma part. Et quelque part dans une salle de conférence que je ne verrai jamais. La première réunion concernant la conduite de Lester Crane était déjà en train d'être programmée. Il y a un genre de nuit qui survient, quand tout est en mouvement, mais que rien n'a encore atterri. Les papiers sont déposés, les preuves sont archivées, l'avocat travaille. Et vous n'êtes qu'un homme assis dans une maison qui avait autrefois une signification. Attendant que le prochain domino ne tombe. Cette semaine-là a été remplie de ce genre de nuit. Boyd est passé un mercredi. Nous nous sommes assis dans le garage avec la porte ouverte, 2 bières. Le son du quartier qui s'installe dans l'obscurité. Il ne m'a pas poussé à parler. C'était ça, avec Boyd, il comprenait que, parfois, la simple présence était l'essentiel. Nous avons regardé le chat d'un voisin marcher sur la clôture, lent et imperturbable. Et aucun de nous n'a dit un mot pendant 10 bonnes minutes. Puis il a demandé, « Tu dors ?» Suffisamment, lui ai-je dit. « Tu manges ?» Nolan, je te le demande sérieusement. « Oui, je mange. » Il a hoché la tête, et a pris une gorgée. Puis, après un moment. « Tu sais quoi ? Je repense sans arrêt à la fois où tu as conduit 3 heures sous une tempête de neige. Pour sortir la voiture de mon frère d'un fossé en Pennsylvanie. Tu ne t'es même pas plaint. Tu y es juste allé. Je m'en souvenais. Son frère avait appelé depuis une aire de repos, paniqué, sans assistance, à 2 heures du matin.
J'étais dehors en 10 minutes. Où veux-tu en venir, ai-je demandé. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça, ce que tu es, a dit Boyd. Et ce n'est pas ce qu'elle a estimé à sa juste valeur. C'est une perte mais pas la tienne. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé cela en moi. Le lendemain soir, je rentrais d'un service de nuit. Un joint de compresseur avait lâché. Et j'étais resté 2 heures de plus que prévu pour m'assurer que la réparation tenait sous la charge. Quand je suis tombé sur une situation sur la route 40. Une berline était arrêtée sur le bas-côté, moteur éteint. Une femme d'une 50aine d'années se tenait dans le froid, son téléphone à la main. Regardant un pneu crevé au pire endroit possible. Pas de refuge, pas d'éclairage public, et la glissière de sécurité juste derrière elle. Je me suis garé et je suis sorti. Cela a pris environ 25 minutes. La roue de secours était trop petite. Et les écrous de roue avaient été forcés par la dernière personne qui les avait changés. Ce qui a nécessité de la patience, et la bonne douille. Elle n'arrêtait pas de s'excuser pour le dérangement. Et je n'arrêtais pas de lui dire qu'il n'y avait aucun dérangement. Quand nous avons eu fini, elle a essayé de me donner $40. J'ai mis mes mains dans mes poches. Gardez-les, ai-je dit. Roulez prudemment. En reprenant l'autoroute, quelque chose s'est apaisé en moi. Pas vraiment de la paix. Mais plutôt la confirmation que j'étais toujours l'homme que j'avais toujours été. Quoi qu'il soit arrivé dans mon mariage, quoi qu'il advienne, cette partie de moi était intacte. Je suis rentré à 23h15, pour trouver la voiture de Camilla dans l'allée. Elle était dans la cuisine, encore dans ses vêtements de travail. Assise à la table avec un verre de vin auquel elle n'avait pas touché. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Sylvia Reston a envoyé des documents à mon avocat aujourd'hui, a-t-elle dit. Sa voix était contrôlée de justesse. C'est ainsi que cela fonctionne, ai-je répondu, en posant mes clés sur le comptoir. Tu as planifié ça depuis des semaines. Ce n'était pas une question. Ses yeux cherchaient quelque chose en moi, de la colère, peut-être, ou de la culpabilité. Quelque chose qu'elle pourrait utiliser. J'ai répondu à une situation qui s'est construite sur une période bien plus longue que cela. Ai-je répondu, en me dirigeant vers l'évier pour me laver les mains. Nolan. Sa voix a changé. Devenant plus douce, le registre qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Je me suis essuyé les mains, je me suis retourné, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Camilla. J'ai trouvé le formulaire de frais. Je sais pour San Diego. Je sais que ce n'était pas la première fois. Et je sais que Crane n'est pas le seul nom dans cette histoire. J'ai soutenu son regard. Tu as eu toutes les occasions de me dire la vérité. Tu as choisi le silence. J'ai choisi une. Avocate. Elle a baissé les yeux vers son verre de vin. Sa mâchoire était crispée. La maison, commença-t-elle. Sylvia s'occupe de la maison, ai-je dit, tout comme des 14 000 $. Et de la police d'assurance avec le bénéficiaire que je ne reconnais pas. Elle a perdu ses couleurs. J'ai repris mes clés. Je reste chez Boyd ce soir. J'aurai fini de sortir mes affaires d'ici la fin du week-end. Je suis sorti. Pas de porte qui claque. Pas de grands discours finaux, juste le clic discret d'un loquet qui tenait depuis longtemps. Et qui a fini par lâcher. Sylvia Reston avait un dicton qu'elle utilisait avec ses clients lors de leur premier rendez-vous. Et que je n'ai pleinement apprécié. Que lorsque je me suis retrouvé face à elle à la 4e semaine. Le divorce n'est pas une conversation. C'est un chantier de construction. Construisez-le bien. Ou il vous tombera dessus. Elle l'avait bien construit. Le rapport complet de l'expert comptable médico-légal est arrivé un vendredi. 26 mois d'activité financière recoupés avec les dossiers de voyage. Les demandes de remboursement de frais. Et le compte secondaire que Camilla utilisait comme réserve privée. Le montant total détourné des actifs matrimoniaux s'élevait à un peu moins de 19 000 $. Une fois que toute l'étendue des opérations fut cartographiée.
L'estimation initiale de 14,000 avait été prudente. Sylvia m'a tout détaillé dans son bureau, organisé avec des onglets. Comme j'organise mes registres d'entretien. Ses avocats avancent 2 arguments, m'a-t-elle dit, en tapotant le premier onglet. Premièrement, que votre pension et votre compte de retraite d'usine représentent un sacrifice matrimonial partagé. Et qu'elle a droit à une distribution équitable. Deuxièmement, que vos prestations de retraite et vos actifs planifiés, accumulés pendant le mariage, justifient une réclamation partielle. Elle n'a rien à voir avec mon travail, ai-je dit. Ses avocats soutiendront qu'elle a assuré la stabilité du foyer. Ce qui a permis votre évolution de carrière. L'expression de Sylvia était peinte sans rire. C'est une position classique. Nous répliquons par le détournement financier. 19. 000 $ de fonds matrimoniaux redirigés. Cela affaiblit considérablement l'argument du partenariat de bonne foi. Nous soumettons également des documents montrant que votre ancienneté à l'usine et votre avancement précèdent le mariage de 4 ans. Elle est passée à l'onglet suivant, la police d'assurance. Le bénéficiaire est un homme nommé D. Vargas. Nous l'avons identifié grâce au registre de propriété. Il correspond aux initiales que vous avez mentionnées. DV, il apparaît également dans la réservation d'hôtel à Portland. Je suis resté silencieux un moment. 2 hommes, 2 ans de tromperie parallèle, tout cela pendant que je rentrais à la maison. Réparer des machines, payer l'hypothèque, et me persuader que je voyais mal les choses. Quelle est votre recommandation, ai-je demandé. Nous demandons le divorce pour motif d'adultère. L'Ohio le permet. Et avec les documents que nous avons. C'est tout à fait défendable. L'adultère comme motif limite ses droits sur les actifs de retraite. Et affaiblit considérablement l'argument de la contribution matrimoniale. Sylvia s'est penchée légèrement en avant. Elle va également faire face à des conséquences professionnelles distinctes. La tentative de coercition contre Azel Drummond est enregistrée. Son employeur a reçu une copie du rapport de conformité. Quoi qu'il arrive là-bas. Cela se passera indépendamment de notre affaire, mais cela n'aidera pas sa position. J'ai hoché la tête. Puis j'ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis 2 semaines. Pour la maison, qu'est-ce qui est réaliste? Vous avez constitué l'apport personnel grâce à vos économies avant le mariage. Nous avons les documents. Elle a contribué à l'hypothèque pendant 15 ans. Ce que le tribunal prendra en compte. L'issue la plus probable est un rachat de part ou une vente. Avec un partage équitable ajusté pour faute financière. Elle a marqué une pause. Ce ne sera pas une victoire totale sur la maison. Mais pour tout le reste, nous sommes en position de force. Je l'ai remercié, lui ai serré la main, et je suis sorti dans la grisaille d'un mardi après-midi. J'ai déménagé le reste de mes affaires ce week-end-là. J'ai travaillé méthodiquement, mes outils du garage, mes dossiers du bureau. Les quelques meubles qui m'appartenaient avant le mariage. J'ai laissé tout le reste, la table de la cuisine où j'avais mangé 1000 dîners. L'étagère qu'elle avait choisie, les bougeoirs en laiton que sa mère lui avait laissés. Toujours sur le buffet de la salle à manger et inutilisé depuis la nuit où j'étais parti avec le cadeau d'anniversaire. Boyd m'a aidé à charger le camion. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons juste travaillé. Lors du dernier voyage, je me suis arrêté sur le seuil du salon et j'ai regardé cette pièce. Qui avait été le centre d'une vie que je pensais mener. Quelque part, dans un carton dans le camion, se trouvait l'album photo de la maison du lac. L'été avant notre mariage. J'ai décidé de le garder pas par sentimentalisme, mais parce qu'il faisait partie de mon histoire. Et que je n'étais pas d'avis d'effacer les choses qui s'étaient réellement passées. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis monté dans le camion. La maison est restée silencieuse dans le rétroviseur alors que nous nous éloignions. J'ai passé 19 ans à travailler avec des systèmes qui ont des seuils de tolérance. Si l'on pousse un composant au-delà de sa limite, il ne négocie pas, il lâche. La seule question est de savoir si la défaillance est contrôlée ou catastrophique. Ce qui est arrivé à Lester Crane ne fut ni progressif, ni digne. Ce fut une démolition contrôlée. Et les personnes qui tenaient les charges explosives avaient été patientes très longtemps.
Boyd m'a appelé un mardi après-midi. Alors que je faisais un contrôle de calibration sur un nouvel assemblage de presse. Il n'a pas commencé par des banalités. La réunion du conseil d'administration a eu lieu ce matin, a-t-il dit. 4 heures, session fermée. Carole a eu l'info par la chaîne administrative. J'ai posé mon presse-papier. Crane est entré avec un avocat, il est ressorti sans emploi. J'ai encaissé. Les documents de frais, tout y est passé, les registres de vol, les factures d'hôtel. Les doubles remboursements. Et apparemment les SMS que son assistante a imprimés du serveur de l'entreprise avant qu'il ne puisse les effacer. Boyd a marqué une pause. Carole a dit que le président du conseil en a lu certains à haute voix. La pièce est devenue totalement silencieuse. J'ai pensé à Camilla assise dans cette pièce si elle avait été convoquée. Si elle avait regardé l'homme vers qui elle avait redirigé 14 000 $ se faire démonter devant une table de conférence remplie de gens qui n'attendaient que cela. Et pour ces indemnités de départ, ai-je demandé. C'est là que ça devient intéressant, a dit Boyd. Et je pouvais entendre la satisfaction qu'il essayait de garder sous contrôle. Son contrat comportait une clause de conduite, violation de l'éthique, abus de position. Conduite portant atteinte à la réputation de l'entreprise. Toute résiliation dans ces conditions entraîne la perte des indemnités, des options d'achat d'actions, et de la rémunération différée. Un silence. Il est reparti avec rien. Pas $1. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste hoché la tête devant le téléphone, comme si Boyd pouvait me voir. À combien s'élevait ce qu'il perdait? La meilleure estimation que Carole a entendue circuler? Quelque part au-dessus de 6 millions. 6 millions de $. Le prix de l'arrogance, et de la conviction que personne ne regardait. Il a essayé de riposter, a continué Boyd. Il a déposé une plainte pour diffamation contre l'entreprise l'après-midi même. Leur équipe juridique a répondu par écrit en 2 heures. 4 mots. Essayez. On vous défie. Il a retiré sa plainte le lendemain matin. J'ai remercié Boyd, j'ai raccroché, et je me suis remis au travail. La presse avait besoin d'attention. La machine ne se souciait pas des indemnités de Crane, et mon emploi du temps non plus. Mais ce soir-là, assis dans la chambre d'amis de Boyd où je logeais depuis que j'avais quitté la maison, je me suis autorisé à reconnaître ce qui s'était passé. Pas avec une célébration, mais avec la reconnaissance silencieuse d'un homme qui avait fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. Et qu'il avait vu atterrir exactement là où il le fallait. Puis Camilla a appelé. J'ai répondu. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que je pensais qu'elle méritait une dernière conversation. J'ai appris pour Lester, dit-elle. Sa voix était creuse, comme vidée de tout. J'ai appris aussi, ai-je répondu. Un long silence. Puis, est-ce que tout cela a été conçu pour en arriver là? La vidéo? Le signalement à la conformité. Tout cela était-il calculé dès le début? J'y ai réfléchi honnêtement. La vidéo était l'idée de Hazel. Je ne l'ai pas planifié. Le signalement à la conformité? Je l'ai déposé parce que j'avais les documents. Et qu'il a appelé chez moi pour me menacer. Le reste est arrivé parce que les choses ont tendance à s'effondrer quand les fondations sont pourries. J'ai marqué une pause. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu étais rentré à la maison ce soir-là. Elle est redevenue silencieuse. Je l'entendais respirer. Je n'arrête pas de penser aux bougies, dit-elle enfin. Tu les as laissées brûler. C'est vrai, ai-je confirmé. Je n'ai même pas regardé la salle à manger en entrant. Je sais. Un autre silence, plus long que les autres. Puis elle a dit, je suis désolé. Nolan. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais qu'il est trop tard. Mais je suis désolé. J'ai tenu le téléphone un instant. Je te crois, ai-je dit. Cela ne change rien, mais je te crois. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone sur la table de nuit. Dehors, le quartier de Boyd était calme. Un chien a aboyé une fois quelque part dans la rue.
Une voiture est passée. Le monde vaquait à ses occupations ordinaires. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vérifié la vidéo originale une dernière fois. Un peu plus de 4 millions de vues. Les commentaires s'étaient stabilisés en un flux régulier. Ce qui signifiait que le clip avait trouvé sa place permanente dans la longue mémoire d'Internet. J'ai fait défiler pendant 1 minute. Des inconnus qui ne connaîtraient jamais mon nom analysaient un moment de décision silencieuse, le transformant en quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais prévu. J'ai posté un dernier commentaire sous la vidéo. Sans annonce, sans explication. Il y a des choses qu'on ne répare pas. On apprend simplement à construire mieux. Sur un terrain plus propre. Puis j'ai fermé l'ordinateur et j'ai dormi un peu. Ma première nuit complète depuis des semaines. Le divorce a été finalisé un mercredi, au début du mois de novembre. 4 mois après que j'étais sorti du Méridien Grill. En disant à Lester Crane que son après-midi allait devenir compliqué. Sylvia avait monté le dossier comme elle l'avait promis, avec méthode, sans sentimentalisme. Et avec assez de documents pour forcer les avocats de Camilla à négocier plutôt qu'à plaider. Au final, Camilla a abandonné sa demande sur ma pension en échange d'un partage net du produit de la vente de la maison. Les 19 000 $ détournés des actifs matrimoniaux ont été reconnus dans l'accord de règlement. Comme une compensation sur sa part des comptes de retraite. Elle n'a rien obtenu de mes avantages liés à l'usine. Elle a reçu une partie de la valeur nette de la maison. Moins un ajustement documenté pour faute financière. C'était équitable au sens technique, et c'était terminé. J'ai serré la main de Sylvia devant le palais de justice. Elle vérifiait déjà son téléphone pour l'affaire suivante. « Vous avez fait du bon travail », a-t-elle dit, sans lever les yeux. « Ne revenez pas. » J'ai ri mon premier vrai rire depuis longtemps. C'est l'idée. Camilla avait été mise en congé administratif par son entreprise 3 semaines après le licenciement de Crane. L'examen interne s'était étendu pour inclure ses propres demandes de remboursement, qui avaient été autorisées par Crane et signalées lors du même audit. Elle a démissionné avant la conclusion formelle. Aux dernières nouvelles, par Boyd. Elle travaillait comme consultante indépendante et vivait dans un appartement de l'autre côté de la ville. Nous n'avions aucun contact. C'était l'arrangement prévu, et cela nous convenait à tous les deux. La plainte pour diffamation de Crane n'avait abouti à rien, comme prévu. Son profil LinkedIn restait désactivé. Son nom est apparu brièvement dans une revue d'affaires régionale. Dans un récapitulatif des départs de cadres. Décrit simplement comme ayant quitté ses fonctions suite à un examen interne. Un paragraphe discret. Pas de couronne, pas d'éloge funèbre. Hazel, pour sa part, avait reçu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Environ 6 semaines après le pic de la vidéo, une lettre est arrivée d'une fondation communautaire et éducative à but non lucratif. Ils avaient observé la manière dont elle avait géré toute cette attention sans mise en scène. Sans chercher à en tirer profit. Simplement avec grâce dans des circonstances qui en auraient brisé plus d'un. Ils l'avaient invitée à devenir l'ambassadrice d'une campagne intitulée « Intégrité silencieuse ». Elle m'a appelé pour me demander si je pensais qu'elle devait le faire. « Tu le ferais parce que cela correspond à ce que tu es », lui ai-je dit. « C'est la seule raison dont tu auras jamais besoin. » Elle a accepté le rôle. Je l'ai aidée à se préparer. Je me suis assuré qu'elle ait du soutien sans être exposée au projecteur. Elle ne voulait pas de caméra ni de presse, juste une chance d'être utile. C'était ça, Hazel. Ça l'avait toujours été. J'ai emménagé dans une location dans l'est de Columbus en novembre, une maison de style artisan. Avec 2 chambres et un garage détaché qui avait besoin de travaux. Le garage à lui seul valait le prix du loyer. J'ai passé le premier week-end à l'organiser, les outils sur le panneau perforé. L'établi bien d'aplomb et propre. Le genre de satisfaction qu'on ne peut obtenir qu'en remettant un espace en ordre de ses propres mains. Boyd est passé ce dimanche-là avec son camion. Et un chargement de bois de chauffage que je n'avais pas demandé. Pour l'hiver, a-t-il dit, en l'empilant contre le mur latéral. J'ai un chauffage au gaz. Et maintenant,
tu as aussi l'option d'un brasero, a-t-il répondu, imperturbable. Nous avons fait un feu dans le jardin ce soir-là, nous deux et Janet, et nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le froid rende la chose impraticable. J'ai regardé le jardin envahi par les herbes, irréguliers. Une page blanche, et j'ai pensé à ce que j'en ferais au printemps. Un nouveau terrain, au sens propre comme au figuré. J'étais toujours le même homme, celui qui avait dressé cette table, qui avait allumé ces bougies, qui avait conduit jusqu'à la porte de Hazel, en pleine nuit, avec un cadeau qui méritait mieux qu'un comptoir froid. Cet homme n'était parti nulle part. Il avait juste arrêté de mettre ses efforts dans un endroit qui n'était pas construit pour les recevoir. 14 mois plus tard, j'ai croisé Hazel dans un café près de chez elle. Elle portait un sac en toile de la fondation et semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Nous avons discuté pendant 20 minutes de son travail, de la deuxième phase de la campagne. De rien de particulier. Au moment de partir, elle s'est arrêtée. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Mieux que bien », lui ai-je répondu honnêtement. Elle a hoché la tête, a souri comme elle le faisait toujours sans théâtralité et est sortie dans l'après-midi. J'ai fini mon café et je suis resté assis là un moment, à regarder la rue. Les gens vaquant à leur journée ordinaire, le soleil sur la vitre. Ce calme particulier d'un homme qui n'a plus rien à prouver à personne. C'était suffisant. Et c'était exactement ce que j'avais mérité.